Le chef de l'État participe aux travaux de ce 31e sommet arabe sous le slogan Le Rassemblement, donc une initiative de taille, un discours attendu par ses frères et bien entendu tous les participants de ce sommet pour parler de l'importance de la participation de l'Égypte dans le cadre de ce sommet arabe. Quels sont les grands enjeux de ce sommet? Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil le docteur Ahmed El-Lessi Nassef, professeur spécialiste des relations internationales. Bonjour, docteur Ahmed, bienvenue sur le plateau de Bonjour l'Égypte. Aujourd'hui, donc, le président va donner le mot d'ordre. Il va donc prononcer un discours d'une très grande importance qui est très, très attendu dans le cadre de plusieurs problématiques soulevées par ce 31e sommet arabe sous le slogan du rassemblement. D'après vous, donc, quelle serait l'intervention de la République arabe d'Égypte au sein de cet agenda quand même d'importance pour l'avenir de la nation arabe? Bonjour à vous et merci pour m'avoir. C'est pas facile, je peux pas deviner le discours de son excellence, mais je pense que ce sommet arabe est énormément important. Elle est en train de se passer dans un moment très critique. On est en train de voir des changements historiques mondiaux. Les États-Unis ont déclaré que l'intérêt n'est plus au Moyen-Orient, n'est plus dans notre région. Et ça s'était déclaré comme une reformation de leur stratégie globale. Et que pour eux, les priorités étaient la Chine et la Russie. Donc, ça... L'Ukraine et la Russie, vous voulez dire? La guerre, le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Non. Ça, c'était déclaré par les États-Unis qu'il y a un changement dans leur stratégie globale, que leur focus va être pour la Russie et la Chine. Ça même, c'était avant les activités militaires qui sont en train de se passer en Russie et en Ukraine. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça a créé un vide dans notre région. On voit que l'Iran et la Turquie et un peu Israël sont en train d'essayer de remplir ce vide. Et là, je peux dire que ça pose des questions qui sont très importantes pour le futur de la région, pour le futur des pays arabes et pour le futur de pas mal de ces pays arabes quand même. Donc on est vraiment dans un carrefour très très important. Oui, du moment que vous parlez d'ingérence, parlez-nous un petit peu de ce dossier justement qui serait à l'ordre du jour de ce sommet, c'est les ingérences turques d'une part et iraniennes d'une autre part. Comment le monde arabe peut-il affronter ces défis? Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a un vide, et ça c'est une règle dans la politique. Quand il y a un vide, il va avoir quelqu'un qui va rentrer pour remplir ce vide. Et là, c'est le rôle des pays arabes de venir ensemble. Je ne veux pas dire se réunir à l'ancienne, dans les années 70, mais c'est de venir ensemble et prendre un peu leur destin en main, parce que le vide qui a été créé par le changement dans les stratégies mondiales pour les forces globales va affecter notre région énormément. Donc là, vraiment, le poids vient sur les épaules des leaders et des pays arabes pour qu'ils prennent leur destin en main. C'est très important. Oui, docteur Ahmed El-Lessi Nassef, bien sûr, le consensus arabe serait un des objectifs majeurs de tous les sommets arabes. On assiste à des divergences de vues interarabes sur certaines questions.
Comment vous voyez cette situation? Est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'il s'agit de trouver un consensus ou de pouvoir s'organiser et s'aligner dans une stratégie économique telle qu'a été prononcée dans le discours d'ouverture pour pouvoir affronter les questions et défis de la sécurité alimentaire, énergétique, les impacts de la guerre, les impacts aussi de ce manque d'alimentation, etc. C'est une très belle question. Donc là, je pense que le point fort où ce que les pays arabes peuvent se mettre d'accord sur, que c'est l'intérêt économique. Tout le monde, tous les pays, arabes ou pas, peuvent se mettre d'accord ou peuvent avoir des différences sur les positions politiques, mais que chaque pays veut améliorer son état économique et aimerait bien améliorer le niveau de vie de leurs citoyens, ça c'est pas négociable. Tout le monde veut ça. Il n'a rien à discuter. Et je pense que c'est l'intérêt de cette sommet que les pays arabes viennent ensemble sur un niveau économique, si vous voulez. C'est très intéressant de savoir que l'Union arabe économique a été formée avant l'Union européenne, littéralement. Mais malheureusement, il y a plus que, on disait quoi, c'était formé dans les années 50, donc plus que presque, disons, 65 ans, plus ou moins. Mais ça n'a jamais été mis en action. Oui, alors pour fructifier le temps, vous m'excuserez, docteur Nassef, comment vous expliquez l'absence de certains chefs d'État arabes et la présence de nouveaux chefs d'État dans une ouverture un petit peu de la Ligue arabe, de ce sommet, vers des horizons différents, que ce soit côté azerbaïdjanais, côté sénégalais, etc. Comment vous l'expliquez? On voit, ce qui est très intéressant, c'est la présence des chefs, et bien sûr que le président Sisi est présent là-bas, et ça donne l'importance et le poids de ce sommet et du pays de l'Algérie où le sommet est en train de prendre place. Mais ce qui est aussi intéressant de voir que le secrétaire des Nations Unies est présent et ainsi celui de l'Union africaine. Donc ça démontre l'importance d'une réunion pareille avec les leaders différents des pays arabes. Il y a eu des absences, mais ça on peut le comprendre. Mais la majorité des chefs d'État arabes sont présents ou la plupart oui, justement, la question se pose ainsi. On a des pays, cette question de revenir, que la question palestinienne revienne avec, pour prendre le relais, ou je veux dire, le numéro 1 dans l'agenda des travaux de ce 31e sommet. D'une part, d'une autre part, on parle de certains pays avec une normalisation avec Israël. Comment on peut réconcilier la chose? Est-ce que c'est ça, finalement, qui peut expliquer, justement, une forme d'attitude? Pour commencer avec, moi, et ça c'est une opinion personnelle, je ne pense pas c'est très important que la cause palestinienne reste toujours haute en priorité pour les nations arabes, autrement elle va disparaître dans la nature. Mais autant que les Palestiniens eux-mêmes n'ont pas un accord, ne se mettent pas d'accord pour quelqu'un qui est en train de représenter le peuple palestinien pour pas mal de raisons, mais si on n'a pas une solidification sur le niveau de leadership palestinien, c'est pratiquement impossible d'aller faire un accord ou négocier n'importe quoi. Oui, mais là, on comprend pour la question, je veux dire, du dialogue interpalestinien. Et d'ailleurs, l'Égypte a travaillé énormément dans ce sens et a fait des efforts énormes. Non, je dois dire que cette question, d'une part, il y a quelques pays tels que l'Algérie, par exemple,
qui soutient je veux dire, l'importance du retour de la Palestine au sein de la communauté internationale d'une part. D'une autre part, comment peut-on le réconcilier avec la normalisation de certains pays avec Israël? C'est ça la question. Euh, le pays qui a le maximum de relations avec Israël, c'est Palestine elle-même. Okay? Donc, je pense que dans les intérêts économiques et même de sécurité et contre les menaces que pas mal de pays, inclus l'Israël, mais aussi des pays arabes, sont en train de faire face à par l'Iran, c'était très normal que on a ce genre de normalisation entre des pays arabes et l'Israël, malheureusement. Donc, oui, mais est-ce qu'il ne crée pas des divergences dans le cadre de ce rassemblement? Par exemple, une position telle que l'Algérie qui est contre la normalisation. Je pense que non, parce que oui, les Palestiniens ont exprimé leur mécontente de ça, mais écoutez, moi, avec tous mes respects pour nos confrères en Palestine, depuis 1982, quand ils ont refusé de s'asseoir avec les Israéliens pour négocier l'arrangement, et ça c'était même avant Camp David, et c'était à Mina House, ça s'appelait les négociations de Mina House en 82. Jusqu'aujourd'hui, il refuse de nier que le monde est en train de changer. Et s'il ne prend pas la cadence de changement dans le monde, il ne pourrait jamais résoudre leur... Oui, on va passer, si vous le permettez, à un autre point. C'est toujours pour fructifier le temps. Cette question de faire face, je veux dire, en tant que nation arabe commune, faire face aux défis tels que la sécurité alimentaire, avec le manque dans les chaînes alimentaires. Oui, comment le monde arabe va-t-il pouvoir, est-ce qu'il peut, comme a dit certains interlocuteurs hier, se rassembler autour d'un bloc économique? Est-ce qu'on peut trouver la suffisance énergétique et également la suffisance alimentaire? La réponse est oui, tout simplement, pour une très simple raison. Si on regarde les chiffres, on a un surplus d'alimentation, de terrains fertiles et de produits énergétiques entre les pays arabes. Mais c'est comment on est en train de changer et d'utiliser ces ressources qui fait toute la différence dans le monde. OK? Donc, on a assez de tout, mais est-ce qu'on est en train de les utiliser de la bonne façon? Et je pense que une des buts ou objectifs de cette sommet, c'est rentrer en vigueur vraiment dans une union économique. Et une deuxième fois, il y avait la zone, la ZAL, l'accord du ZAL, la zone arabe de libre-échange. Ça, c'est un accord qui a été signé il y a presque 30 ans maintenant. OK? Mais malheureusement, ça n'a jamais été mis en action vraiment. Oui. Donc là, dès qu'on... on doit avoir, et les pays doivent avoir, et les leaders surtout, doivent avoir la vraie volonté. Oui, oui, la volonté, etc. Mais on est devant un problème qui est éminent actuellement. Hein. C'est le manque, surtout en matière de denrées alimentaires, en ce qui concerne le blé, etc. Bien, bref, je vais sauter vers un autre sujet d'importance également, cette question de la réforme qui a été présentée, cet axe de la réforme de la Ligue arabe. Quel genre de réforme, à quel genre de réforme on peut s'attendre? Je pense que, en principe, on est tous au courant que la Ligue arabe est devenue plus ou moins, de plus en moins efficace. Récemment, s'il vous plaît. Et une des réformes qui sont très intéressantes, que généralement le système de la Ligue arabe ou la constitution de la Ligue arabe demandait que toutes les décisions
soit prise par un accord total, qui est vraiment pas toujours facile, ou plus ou moins pratiquement presque impossible. Donc là, de changer ça à un niveau majoritaire, du point de vue, si vous voulez, de l'application de la démocratie, je pense que ça peut rendre la Ligue arabe beaucoup plus efficace, peut s'attendre que tout le monde ait la même position sur n'importe quel sujet. Parce que vraiment, 22 nations, chacun a son agenda, chacun a son défi, que tout le monde soit d'accord sur n'importe quel sujet, c'est très difficile et même pas pratique, si vous voulez. Je pense que ça peut être un changement assez important qui peut aider la Ligue arabe pour être efficace. Alors, merci pour votre intervention, docteur Ahmed Lessi Nazef. Vous êtes professeur et spécialiste en matière de relations internationales. Merci d'avoir donc illuminé ce plateau ce matin. Madame, Monsieur, nous sommes avec vous et c'est toujours bonjour l'Égypte. Retour sur les points forts et les moments forts de cette préparation, de ce début de ces séances donc, qui vont travailler sur la déclaration d'Alger pour signer cette 31e ou cette version, ce 31e sommet arabe qui se tient actuellement à Alger en présence de chefs d'État arabes et aussi où on a des présences aussi de certains autres chefs d'État, que ce soit du côté africain, le président du Sénégal, que ce soit du côté azerbaïdjanais, et aussi au niveau de certaines instances internationales.